ce volet scolaire qui comporte 4 pages du formulaire, de 9 à 12. Alors avec une première partie, le cadre C1, qui va être un renseignement important, puisqu'il va faire le point, l'état des lieux sur la situation de l'enfant. D'abord, le lieu de scolarisation. Information importante pour nous, puisqu'on le verra au fil du dossier. Ça nous permettra d'identifier les personnes, notamment l'enseignant référent qui l'accompagnera. D'autre part, sont mis en place alors, d'autres aménagements, puisque le formulaire sert pour une première demande comme pour un réexamen. Donc ici, on va pouvoir indiquer le type de scolarité, les modalités de scolarité, que ce soit à l'école, au lycée. Il se peut aussi que ce soit une scolarité partagée, avec un accompagnement médico-social, en service ou en établissement. Donc, ça peut concerner l'école maternelle jusqu'au BTS, puisqu'on a là un formulaire unique qui va servir pour les enfants de 0 à 20 ans, pour la scolarité en tout cas. Donc, et même au-delà, puisque en BTS, on peut être inscrit au lycée sur un BTS qui va être allongé d'une année, 2 années, parfois jusqu'à 24, 25 ans. Donc, toutes ces informations du cadre C1 sont importantes pour faire le point sur la situation administrative et scolaire de l'enfant. La page suivante. On arrive à la page 10. Alors ici, le but est de renseigner précisément le parcours d'études. C'est toujours important pour nous d'avoir ce descriptif, surtout lorsqu'il y a eu des changements dans le parcours. Nos élèves dans le champ du handicap connaissent parfois des ruptures de parcours et parfois on a un peu de difficulté à repérer la nature et les sauts dans les ruptures rencontrées dans ce parcours. Donc là, au fil des années, c'est important de nous décrire soit les grandes lignes, soit les dernières années de la scolarisation. Et puis aussi, c'est valable pour les premières scolarisations, comme on l'a vu en première page, indiquer l'école et ce qui va être projeté comme classe, la classe envisagée. Ensuite, dans le cadre du milieu, ce sont les accompagnements aux soins en rééducation qui seront précisés, toutes les aides humaines, matérielles, les aménagements pédagogiques qui sont déjà en place. Hein. Ici, on fait bien l'état des lieux, on décrit ce qui est déjà en place et ça nous permet de mieux comprendre ce qui est déjà déployé auprès de l'élève. Ensuite, alors juste avant le bas de la page, il y a ce petit espace qui nous permet de savoir si l'accompagnement est mis en place et de quelle nature est cet accompagnement. Vous savez qu'il peut être de 2 ordres, une auxiliaire de vie scolaire, qu'on appelle maintenant les AESH, aide aux élèves en situation de handicap, qui peuvent intervenir de façon individuelle ou de façon mutualisée. Et enfin, en bas de cette page 10, nous avons l'emploi du temps, rempli donc par la famille. Et c'est important d'avoir le regard familial sur ce temps scolaire qui va aussi pouvoir apporter la dimension sur les soins sur le temps scolaire ou hors temps scolaire, parfois aussi des informations sur le temps périscolaire. Voilà, donc ça nous permet d'avoir une vue synthétique sur la situation scolaire de l'enfant. On arrive ensuite à la page 11. Alors, nous avons un cadre C2. Cadre C2 qui permet d'exprimer les besoins dans la vie scolaire ou étudiante selon 4 domaines. Donc d'abord, ce qui concerne essentiellement les apprentissages de lecture, de calcul, d'écriture, de compréhension des consignes, de contrôle, de suivi du travail, de l'organisation, de l'utilisation du matériel. Donc c'est assez précis, c'est assez détaillé. Il y a toujours une petite rubrique, vous voyez, à chaque fois où on peut préciser d'autres choses si on veut un espace de commentaires plus libre. On a la même déclinaison pour la vie quotidienne, pour l'entretien personnel, c'est-à-dire les besoins d'aide à la vie quotidienne à l'école et aussi pour les déplacements. Toujours important aussi de nous indiquer ces modalités de déplacement à l'intérieur de l'établissement scolaire ou aussi en dehors, comment l'enfant, par exemple, vient à l'école. On se projette à partir de ce volet C
puisque vraiment là, on n'est plus sur l'état des lieux. Le volet C3, on commence à définir quel va être le projet du point de vue donc des parents, quelles sont les attentes en matière de vie scolaire et étudiante. Donc là, c'est important, puisque à partir de ça, nous allons devoir composer au niveau de la MDPH le projet personnalisé de scolarisation. Et un projet, c'est bien une projection. Donc, il nous faut des renseignements assez précis pour comprendre les attentes de la famille pour la suite de la scolarité, puisque le projet personnalisé de scolarisation sera défini pour 1 à 5 années. Donc, l'élément projectif est important. Tout renseignement est éclairant. Donc, les familles à cet endroit vont exprimer leurs vœux par rapport à une scolarité ordinaire, adaptée, une aide humaine, une aide matérielle, sachant que toutes ces aides peuvent se cumuler. Euh, Ça peut paraître restrictif comme espace d'expression, mais notez bien que le formulaire MDPH ne comporte pas toute l'information scolaire, puisque les regards croisés des parents, des professionnels de l'école et des professionnels du soin vont croiser leurs regards en remplissant le GEVASCO qui sera joint au dossier. Le GEVASCO première demande, rempli en équipe éducative sous la direction du chef d'établissement scolaire, ou alors le GEVASCO réexamen, dès lors qu'il y a un PPS qui est en route, qu'il y a déjà des décisions actives. Et alors là, le GEVASCO réexamen sera complété par l'enseignant référent qui réunira l'équipe de suivi de scolarisation. Et vraiment, ce sont des documents indispensables, GEVASCO première demande ou réexamen. Voilà, donc ensuite à la base, en fin de partie C, vous voyez cet espace libre, là encore, de commentaires libres qui permet à la famille d'exprimer encore davantage et de préciser ses besoins ou les difficultés rencontrées et comment elle aimerait qu'elles soient résolues sur la partie scolaire.